Et si un simple nom venu d'Afrique pouvait ébranler la plus puissante des empires? Jamais, dans l'histoire moderne, 3 nations africaines n'avaient parlé d'une seule voix pour défier Washington. Ce front uni fait vaciller le cœur de l'ordre mondial. Derrière ce triple nom, c'est la logique même de la domination occidentale qui chancelle. Ce n'est pas une simple rupture de contrat, c'est un électrochoc historique, l'affirmation d'une souveraineté, le refus de l'exploitation masquée par des promesses creuses. Pour la première fois, l'Afrique ne tend plus la main, elle la retire. Ce refus n'est pas une bravade, c'est un rejet unanime d'un vieux marché, la promesse d'une protection illusoire contre l'abandon de ressources précieuses, comme l'uranium, l'or, le pétrole ou le lithium. Depuis toujours, l'Afrique livre ses trésors sous prétexte de sécurité. Cette fois, elle s'y oppose haut et fort. Aujourd'hui, le Burkina Faso, le Niger et le Mali ont osé ce que nul n'attendait. Ils ont rejeté publiquement l'accord sécuritaire proposé par les États-Unis d'Amérique. Ce refus, loin d'être une simple posture politique, marque une rupture profonde. Une décision mûrie face à des décennies d'histoire marquées par la domination, la soumission et l'exploitation. Pourquoi ce refus résonne-t-il avec une telle force aujourd'hui? Pour saisir l'ampleur de ce moment, il faut replonger dans des siècles de domination et d'exploitation qui l'ont précédé. Pour comprendre la portée de ce triple nom, il faut remonter aux racines d'une relation inégale entre l'Afrique et l'Occident. Revenons sur les siècles de deals imposés et de dépendances orchestrées. Mais ce choix est dangereux. Si le message est ignoré, l'Afrique risque une nouvelle vague de pillage, condamnant ses enfants à la dépendance et à la pauvreté. Mais si ce nom est entendu et suivi d'actes, il peut être le premier pas vers la liberté, la prospérité et l'unité tant espérée du continent. Comment l'Afrique en est-elle arrivée à ce point de rupture? Pour saisir la force du séisme actuel, il faut plonger dans l'histoire et affronter la vérité. Depuis des siècles, un pillage méthodique, orchestré par les puissances occidentales, façonne le destin du continent. C'est là tout le paradoxe africain. Un continent parmi les plus riches en ressources, mais des populations qui luttent pour survivre. Pourquoi la misère s'accroît-elle alors que l'Afrique nourrit les économies du Nord? Pourquoi, plus les richesses sortent de terre, plus la pauvreté s'enracine? Pendant des dizaines, voire des centaines d'années, l'Afrique a vécu sous la coupe d'intérêts étrangers. Renversement de dirigeants dans l'ombre, guerre allumée ou entretenue selon le bon vouloir extérieur, aide conditionnée à la soumission, ce n'est pas le fruit du hasard, mais une mécanique implacable. Une trame qui a enfermé l'Afrique dans une dépendance chronique, habituée à négocier en position de faiblesse, toujours sur la défensive. Pourtant, le sous-sol africain regorge de trésors. L'uranium du Niger éclaire des millions de foyers européens, pendant que la majorité des Nigériens demeurent dans l'obscurité. L'or du Mali, extrait à la sueur des travailleurs africains, s'envole vers d'autres continents, laissant la pauvreté derrière lui. Le coton du Burkina Faso, le pétrole, le lithium, le fer, les terres agricoles, autant de richesses naturelles qui devraient garantir l'abondance, mais qui, au contraire, semblent condamner les peuples à la précarité. La réponse tient dans une promesse trompeuse. Sécurité contre ressources. L'Occident a promis protection, stabilité, guerre contre le terrorisme, en échange de minerais, de pétrole, de terres et surtout de souveraineté. Mais où est la sécurité? Où sont la paix et la prospérité quand la violence progresse, que la pauvreté gagne du terrain et que l'instabilité est devenue la norme? À chaque contrat signé, à chaque base étrangère installée, l'Afrique a cédé un peu plus. Les mines s'épuisent. Les sociétés se fissurent. Le cycle est cruel. L'Occident s'enrichit, l'Afrique s'appauvrit. Tant que l'on refuse d'affronter cette réalité, le piège se referme, génération après génération. Prenons l'exemple du Niger. Ce pays produit près de la moitié de l'uranium importé par la France. Pourtant, selon un rapport d'Oxfam, plus de 80% de la population nigérienne n'a pas accès à l'électricité. Les profits issus de ce minerai vital pour le parc nucléaire français ne reviennent pas aux Nigériens, mais sont rapatriés vers l'Europe, laissant derrière eux des villages entiers sans infrastructures, ni écoles, ni hôpitaux. Le Mali, quant à lui, est l'un des plus grands producteurs d'or d'Afrique. Chaque année, des tonnes d'or quittent Bamako pour atterrir sur les marchés internationaux.
Cependant, la majorité des Maliens vivent sous le seuil de pauvreté, et les infrastructures de base font cruellement défaut. Les sociétés minières étrangères bénéficient d'exonérations fiscales massives, alors que l'État malien peine à financer ses services publics. Au Burkina Faso, premier producteur de coton de la sous-région, les agriculteurs vivent dans la précarité. Le coton, transformé à l'étranger, revient sur le continent sous forme de vêtements vendus à prix d'or. Ce schéma se répète pour le cacao ivoirien, le café éthiopien, le coltan congolais. À chaque étape, la plus-value s'évapore ailleurs, laissant l'Afrique prisonnière d'une économie de rente. Ce système n'est pas nouveau. Déjà à l'époque coloniale, les puissances européennes organisaient le pillage des ressources africaines, imposant leurs lois, leurs monnaies, leurs frontières arbitraires. À l'indépendance, ce schéma s'est perpétué sous d'autres formes, accords déséquilibrés, coopération militaire biaisée, dettes écrasantes. La fameuse France-Afrique n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de cette perpétuation du contrôle économique et politique. L'histoire abonde en exemples concrets de cette domination. En 1958, lorsque Sékou Touré de Guinée refusa de rester dans la communauté française, la France décida de détruire toutes les infrastructures du pays avant de partir. Plus récemment, en Côte d'Ivoire, la crise de 2010 a montré comment la France et d'autres puissances étrangères pouvaient s'immiscer dans les affaires internes pour défendre leurs intérêts économiques. La promesse de sécurité s'est révélée être un leurre. Malgré la présence de bases militaires étrangères, le Sahel est aujourd'hui l'une des régions les plus instables du monde. Le terrorisme n'a cessé de progresser, les conflits se sont multipliés et les populations civiles sont les premières victimes. Les forces étrangères, censées protéger, se sont souvent contentées de sécuriser les sites d'extraction minière ou les axes stratégiques, laissant les villages à leur sort. Ce schéma rappelle tristement celui du Moyen-Orient, où la promesse de stabilité apportée par les interventions étrangères n'a fait qu'aggraver les divisions, nourrir les conflits et renforcer la dépendance. En Irak, en Afghanistan, les résultats sont identiques. Une apparente sécurité, mais des sociétés brisées et des ressources accaparées. Face à cette histoire longue, ce triple nom africain revêt une force symbolique inédite. Il n'est pas seulement le refus d'un contrat, il est le fruit d'une prise de conscience collective, celle que l'Afrique doit sortir du piège de la dépendance pour écrire une nouvelle page de son histoire. Ces exemples montrent que la rupture avec l'ordre ancien n'est pas impossible. Mais elle exige du courage, de la stratégie et une volonté farouche d'affronter les répercussions. Mais comment ce sursaut s'est-il produit? Plusieurs facteurs expliquent ce réveil. D'abord, l'échec patent des politiques de sécurité menées jusque-là. Ensuite, la montée d'une jeunesse instruite, connectée, consciente des enjeux, qui refuse l'héritage de la soumission. Enfin, la crise économique mondiale, la pandémie et la guerre en Ukraine ont révélé la fragilité des relations de dépendance, poussant les États africains à repenser leurs alliances. Pourquoi ce refus effraie-t-il tant l'Empire occidental? Parce qu'il arrache le masque d'une promesse creuse. La sécurité, selon l'Occident, n'est qu'un décor. Un théâtre où la protection affichée n'existe que pour dissimuler la défense de leurs propres intérêts, jamais ceux des peuples africains. Dans ce contexte, le courage du Burkina Faso, du Niger et du Mali trouve écho dans d'autres régions du monde. Souvenons-nous de la Bolivie, qui sous la présidence d'Evo Morales, a nationalisé le gaz et le lithium pour le bénéfice de son peuple. La Malaisie, sous Mahathir Mohamad, a refusé les plans d'ajustement imposés par le FMI dans les années 90, privilégiant une voie indépendante de développement. L'Inde, après son indépendance, a bâti une industrie lourde nationale défiant les multinationales étrangères. Depuis des décennies, on nous a vanté la présence de bases militaires comme un rempart contre le chaos. Mais ces forteresses protègent avant tout les routes des minerais, les oléoducs invisibles, les mines d'uranium convoitées. Elles surveillent, prélèvent, s'imposent, sans jamais vraiment défendre l'Afrique ni ses habitants. Prenons le cas du camp militaire français de Gao, au Mali. Présenté comme un rempart contre le terrorisme, il a surtout permis de contrôler les axes logistiques menant aux sites miniers. À Arlit, au Niger, la base sécurise l'uranium destiné à l'Europe. Même schéma au Burkina Faso, où la présence étrangère se concentrait autour des zones d'extraction aurifère. Le nom du Burkina Faso, du Niger et du Mali dépasse un simple contrat. C'est une clameur qui secoue le continent. Un refus qui inquiète les puissants, parce qu'il peut déclencher un effet domino.
Si 3 nations osent dire non, qui saura combien d'autres suivront? Ce courage résonne à travers le monde. Songez à l'Amérique latine, qui s'est libérée de la mainmise des multinationales, à l'Asie, qui a bâti sa propre force, à la Chine, qui a refusé de se soumettre à des dictats étrangers. Ces exemples prouvent qu'il est possible de rompre avec l'ordre occidental et d'imaginer une voie indépendante et plus juste. Ce n'est pas un simple geste politique. C'est une révolution qui englobe l'économie, la société, l'identité même des peuples africains. C'est la volonté de reprendre la main sur les ressources, de retrouver la dignité et de réécrire enfin leur propre histoire. Ce non, c'est aussi un oui à l'unité africaine, à un projet commun forgé dans la solidarité, la justice et la fierté retrouvée. Mais si, au contraire, ce refus ouvre la voie à la victoire, alors toute l'Afrique pourra croire en sa force. La prospérité, la liberté, la dignité cesseront d'être des rêves lointains pour devenir des conquêtes arrachées par le courage. Mais tout cela n'est pas sans péril. Si ce sursaut échoue, le message sera terrible. Aucune résistance n'est possible, la domination étrangère triomphe. Les ressources continueront de s'échapper, la dépendance s'installera pour des générations et l'espoir d'une Afrique souveraine s'éteindra encore une fois. Mais derrière ce refus, qui sont vraiment les artisans de cette insurrection? Qui ose défier l'ordre établi et à quel prix? Voici donc le cœur de l'enjeu. Ce triple non sera-t-il l'étincelle d'une renaissance ou la dernière flamme d'une insurrection étouffée? L'histoire s'écrit en ce moment même et c'est toute l'Afrique qui retient son souffle. Après le non, c'est le vertige. Vide ou renaissance? L'Afrique, portée par le refus sans précédent du Burkina Faso, du Niger et du Mali, se retrouve à un carrefour crucial. Céder sous la pression ou inventer son avenir? Soyons lucides. Les puissances occidentales ne resteront pas spectatrices. Attendez-vous à des sanctions draconiennes, gel des fonds, campagnes médiatiques sournoises, menaces à peine voilées. Par le passé, certains ont même orchestré des assassinats pour étouffer tout élan d'émancipation. Rien ne sera épargné pour dissuader les autres États africains de prendre le même chemin. Dans les années 60, Patrice Lumumba, premier ministre du Congo indépendant, fut assassiné avec la complicité de puissances étrangères, car il voulait nationaliser les ressources du pays. Thomas Sankara, leader révolutionnaire burkinabé, a été éliminé pour avoir osé rompre avec les dictats de l'ancienne puissance coloniale. Ces exemples nous rappellent que la conquête de la souveraineté a un prix, parfois celui du sang. Mais ce scénario n'est pas inévitable. La résistance exige désormais une vigilance constante, une solidarité à toute épreuve. L'unité, la méfiance envers les beaux discours, la capacité à déjouer les stratégies de division seront les armes décisives. Plus que jamais, l'Afrique a besoin de cohésion, d'intelligence collective, de confiance en ses propres forces. Le message envoyé à la diaspora et aux partenaires du monde entier est sans équivoque. L'Afrique ne veut plus quémander ni subir en silence. Elle réclame respect, égalité, la liberté de choisir ses alliances selon ses propres intérêts et non sous la peur ou la pression extérieure. Ce rêve a désormais un visage, celui de la jeunesse africaine. Plus instruite et connectée que jamais, elle comprend les enjeux, remet en question l'ordre établi, refuse l'ancienne soumission. Cette jeunesse, qui code, qui crée, qui s'organise, refuse d'être sacrifiée. Elle veut être au cœur du développement, de la gouvernance, de l'économie de demain. Aujourd'hui, le risque est immense. Soit l'Afrique cède aux intimidations, retombe dans la dépendance, le néocolonialisme, soit elle transforme cette rupture en une révolution durable où la prospérité ne sera plus réservée à une élite ou à l'étranger, mais partagée par tous les peuples africains. Derrière la menace, un rêve s'affirme. Celui d'une Afrique qui ne se contente plus de vendre ses ressources à l'état brut, mais qui les transforme chez elle. Imaginez, l'or, le lithium, l'uranium, le coton, le cacao, raffinés, valorisés, exportés sous des marques africaines. Des industries locales qui créent des millions d'emplois, une agriculture moderne nourrissant chaque famille, des investissements massifs dans l'énergie propre, l'innovation, la recherche et la technologie. Voilà la véritable indépendance. Produire, inventer, échanger d'égal à égal avec le monde. Mais ce n'est pas seulement une affaire de géopolitique ou d'économie.
À travers cette rupture, l'Afrique tente de reconquérir la maîtrise de son récit et la dignité de ses enfants. Le choix est existentiel, se soumettre ou prendre enfin en main son destin. La route sera semée d'obstacles, mais l'histoire s'écrit maintenant. Après le choc du refus, tout reste à bâtir. Le vrai défi commence après le refus. Quand le tumulte retombe, que reste-t-il à bâtir pour transformer ce non en victoire pour toute l'Afrique? Dire non, c'est rompre un cycle ancien, mais c'est aussi accepter des responsabilités inédites, lourdes de conséquences. Pour réussir, il s'agit de bâtir de nouvelles alliances. Non plus des alliances fondées sur la domination, mais sur le respect, l'équité et le bénéfice partagé. L'Afrique n'a pas besoin de nouveaux maîtres, mais de partenaires sincères, convaincus de sa capacité à prospérer sans être dépossédés. Refuser l'aide ou les accords biaisés ne suffit plus. Il faut passer du rejet à l'action créatrice. Cela implique de transformer nos matières premières sur place, d'ériger une industrie africaine, de soutenir l'innovation locale et de renforcer le commerce entre nos nations. Chaque once d'uranium, chaque fibre de coton, chaque pépite d'or ou fève de cacao doit d'abord enrichir les peuples africains et non des intérêts étrangers. Mais la révolution ne se joue pas seulement dans les hautes sphères du pouvoir. Elle prend racine sur le terrain, dans les villages, les écoles, les ateliers, les marchés. Chaque citoyen compte. Les paysans innovent, les enseignants transmettent une histoire retrouvée. Les ouvriers et entrepreneurs bâtissent une économie solide. C'est l'effort collectif qui façonnera le nouveau visage du continent. La responsabilité dépasse largement les gouvernements. Elle interpelle la diaspora, gardienne de la mémoire et force de proposition, porteuse d'espoir et de compétences. Elle engage la jeunesse, sentinelle de demain, qui doit comprendre que la souveraineté n'est jamais donnée, mais conquise et protégée, jour après jour. Face à cette croisée des chemins, la question demeure. Comment transformer ce refus en point de départ d'une ère nouvelle? Comment faire du non, non pas une fin, mais le berceau d'une renaissance authentique, porteuse de dignité et d'espoir pour toute l'Afrique? Mais pour franchir ce cap, il faudra affronter des obstacles redoutables. Car ceux qui profitent du statu quo n'abandonneront pas sans résistance. Cependant, l'élan révolutionnaire peut s'épuiser si l'énergie du non ne se change pas en progrès concret. Sans résultat visible, la déception menace, les divisions s'accentuent et l'unité s'effrite. La liberté exige une vigilance de tous les instants. L'histoire africaine l'a trop souvent prouvé, aucun acquis n'est jamais définitivement garanti. Pour financer cette transformation, il faudra mobiliser l'épargne locale, lutter contre la fuite des capitaux et attirer les investissements de la diaspora. Des fonds souverains africains pourraient être créés pour investir dans les secteurs clés, à l'image du fonds norvégien du pétrole, qui a permis à la Norvège de bâtir une économie solide et résiliente. Il s'agira de renforcer l'intégration économique régionale. Les organisations comme la CEDEAO ou l'Union africaine doivent être repensées pour servir de véritables leviers de développement. Les échanges commerciaux intra-africains représentent moins de 20% du total. Il est temps de briser les barrières douanières, d'harmoniser les normes, de bâtir des infrastructures de transport reliant les capitales entre elles. L'Afrique doit produire pour elle-même avant de songer à conquérir les marchés extérieurs. Mais il faudra aussi entreprendre une véritable révolution culturelle. Il s'agit de valoriser les langues africaines, les savoirs locaux, les arts et les traditions, afin de renforcer l'estime de soi collective. Un peuple qui s'aime et se connaît est plus à même de défendre ses intérêts. Le développement de l'éducation et de la formation professionnelle est également crucial. Les universités africaines doivent former des ingénieurs, des scientifiques, des gestionnaires capables de prendre en main les secteurs stratégiques. L'Afrique ne doit plus être un réservoir de main-d'œuvre bon marché, mais un pôle d'innovation. L'exemple du Rwanda, qui a investi massivement dans les nouvelles technologies et l'e-gouvernement, prouve que le changement est possible à l'échelle d'un continent. Ce n'est pas la fin, mais le commencement. À cet instant, une question brûle. De quel côté de l'histoire inscriras-tu ton nom? Enfin, l'Afrique doit s'ouvrir au monde selon ses propres termes. Il ne s'agit pas de se replier sur soi, mais de nouer des partenariats équilibrés fondés sur le respect mutuel.
Les nouvelles routes de la soie avec la Chine, les coopérations sud-sud, les alliances avec l'Amérique latine et l'Asie sont autant d'opportunités à saisir, à condition de défendre l'intérêt africain avant tout. La lutte contre la corruption doit devenir une priorité absolue. Trop souvent, la manne des ressources naturelles a été captée par une minorité, privant la majorité des fruits du développement. L'Afrique doit mettre en place des mécanismes de transparence, de reddition des comptes et d'indépendance de la justice. L'exemple du Botswana, qui a su gérer ses diamants de manière exemplaire, doit inspirer l'ensemble du continent. Aujourd'hui, l'Afrique se dresse à la croisée des chemins. Le refus sans appel du Burkina Faso, du Niger et du Mali face à l'accord sécuritaire imposé par les États-Unis bouleverse plus qu'un simple rapport de force. C'est un signal, un souffle qui traverse le continent, secouant les certitudes et réveillant les consciences. Ce triple non a la force d'un séisme. Il proclame que l'exploitation cachée sous le masque de la protection ne passera plus. Pour la première fois depuis tant d'années, l'Afrique décide de ne plus écrire son histoire à l'encre des autres. Elle refuse la soumission, reprend la maîtrise de son destin et pose les premières pierres d'une ère nouvelle. Alors, resteras-tu simple témoin ou oseras-tu prendre ta place dans cette histoire en mouvement? Le choix t'appartient. Demain s'écrit aujourd'hui. Souviens-toi, chaque geste compte. L'histoire ne s'écrit pas seulement dans les bureaux des chefs d'État ou au cœur des grandes capitales, mais aussi dans l'engagement de chacun, chaque jour. Ce combat dépasse 3 pays. Il appartient à tout un continent, et même au-delà, à tous ceux qui rêvent de justice et d'équilibre entre les peuples. Mais le risque est immense. Rester simple spectateur, c'est voir disparaître une chance que tant de générations ont attendue. Fermer les yeux, c'est laisser nos ressources, nos voix, notre avenir être saisis, encore une fois, par d'autres mains. Agir, c'est choisir de bâtir un futur où prospérité, autonomie et fierté deviennent notre héritage commun. La révolution identitaire, économique et sociale est en marche. En refusant la domination, l'Afrique ouvre la porte à l'unité, à la liberté, à une prospérité partagée. Les cartes sont redistribuées, mais la suite dépendra de notre volonté commune à transformer cette étincelle en brasier irréversible.